Alors, quand on parle de réussite à la française, on pense bien évidemment au monde du travail et à celui des entreprises. Il faut savoir qu'en France, une entreprise sur deux est une société familiale. Alors, parmi elles, il y a évidemment de très grands groupes comme Peugeot, Dassault ou Tétinger. Mais pour la plupart, qu'elles soient petites ou grandes, ces familles font face au même défi, celui de garder le contrôle de leur entreprise coûte que coûte. Alors, comment y parviennent-elles? De quelle manière les héritiers sont-ils formés dès le plus jeune âge pour reprendre les rênes? C'est un reportage de Peggy Leroy. Au beau milieu de la Bourgogne, dès 8 h du matin, c'est tournée d'inspection pour le patron de ce vignoble. Alors j'espère que vous allez être top là. Vous n'avez pas trop froid là, ça va? Louis-Fabrice Latour vient saluer les petites mains qui bichonnent ses vignes. Dans quelques mois, elles donneront des crus parmi les plus prestigieux. Von Romané ou bien Montrachet. Celui-là, ouais, Montrachet, ça c'est le grand vin de Bourgogne. Et sur chacune de ces bouteilles, une signature, toujours la même, Louis Latour. Chaque étiquette a son histoire. L'étiquette de Montrachet, vous voyez, avec la signature de mon arrière-arrière-grand-père. Donc on a repris sa signature il y a déjà depuis plus d'un siècle. Son arrière-arrière-grand-père, le voici. Louis Latour, troisième du nom, un des héritiers de cette maison historique de la Bourgogne, fondée en 1797. Et depuis 200 ans, c'est une tradition dans la famille. Chaque fils aîné s'appelle Louis. Louis-Fabrice est le 8e du nom. C'est son propre père, Louis Latour, lui aussi, qui lui a transmis les clés de cette affaire. Elle a vendu l'année dernière pour 50 millions d'euros de bouteilles. Ça, c'est la manière dont on diffuse. Ma vocation, c'est tout de même de reprendre le flambeau de l'entreprise familiale. Il y a une vocation et puis il y a tout de même, disons-le, une certaine pression parce que malgré tout, on ne va pas tout laisser tomber. Alors la jeune génération? Bref, dans la famille, on n'aime pas trop les révolutions. Voici le premier garçon de Louis-Fabrice. Il n'a que 9 ans, et pourtant son prénom et son destin sont assez faciles à deviner. Tu t'appelles? Louis. D'accord. Donc comme toute la famille. Ouais. Et alors tu veux faire quoi plus tard? Négociant de vin. D'accord. Pas pompier, médecin? Non. Tu sais pas encore, Louis, tu réfléchis, hein, c'est ça? Un peu jeune, mais... Le dauphin est donc déjà désigné. Cela peut prêter à sourire et pourtant, les sociétés détenues par des familles et qui se transmettent de génération en génération, c'est la majorité des entreprises de France. Les sociétés familiales, c'est plus de 60% des entreprises françaises. Beaucoup de petites PME, mais aussi quelques grands noms connus dans le monde entier. Le groupe Pinault, Michelin, Dassault ou encore Tétinger. Mais être patron de père en fils, ce n'est pas évident. Et toute la crainte de ses dirigeants, c'est de perdre un jour le contrôle de la société. Alors, comment mettent-ils tout en œuvre pour transmettre le patrimoine? Comment ces entreprises préparent-elles leurs dauphins à prendre les rênes? Est-ce toujours un privilège de faire partie d'une grande famille d'entrepreneurs? Une entreprise que l'on transmet de génération en génération, c'est un trésor familial. L'entretenir, cela requiert une discipline de fer au quotidien. Au fin fond de la Bretagne, dans le Finistère, Pouldreuzic, 2000 habitants. C'est ici que se fabrique le célèbre pâté Hénaf. Jean-Jacques Hénaf, 72 ans, dirige 200 salariés depuis 37 ans. Et il connaît l'usine depuis qu'il est enfant. Ah, lui, j'ai bien connu son grand-père quand j'étais enfant. Hein? Oui, c'est vrai. Très bien connu son grand-père, très bien dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est lui qui est chargé de maintenir à la tête de l'entreprise sa famille, une des plus respectées du Finistère. Et là, nous allons vers ce qu'était la première maison de mon grand-père. La saga familiale a commencé ici, en 1907. Un paysan instruit, Jean Hénaf, a l'idée d'acheter les ports de la région
pour les mettre en conserve. Il fait un pâté avec plus de viande et moins de gras que les autres. Le succès ne sera jamais démenti. Et 100 ans plus tard, si l'entreprise produit 35 millions de boîtes chaque année dans cette usine ultra moderne, c'est parce que Jean-Jacques Henaf s'applique une règle dans ses affaires, celle du bon père de famille, et cela repose sur un principe, l'extrême prudence. Dans cette courbe-ci, on voit... Pour le comprendre, il faut regarder ces deux courbes. En rouge, les bénéfices de l'entreprise ces 35 dernières années. En bleu, l'argent versé à la famille. En 92, par exemple, les bénéfices ont été très élevés. Mais pour autant, la courbe des dividendes est restée stable. Cela veut dire que la famille n'en a pas profité pour s'enrichir. La priorité est toujours donnée au développement de la marque. Ça n'a rien à voir avec la spéculation qui consiste à acheter un titre quand il est en valeur jugée basse et quand c'est haut, on vend, voilà, au revoir, merci. C'est pas le cas. Ici, il faut assurer la pérennité et permettre effectivement le développement de l'entreprise et la satisfaction des actionnaires. Mais pour garder le contrôle de la société, les Henaf ne jouent pas que la carte de la modération. Ils mettent tout en œuvre pour préserver ce qui fait le succès de leur entreprise. Leur trésor, le secret de leur pâté de porc. La recette est élaborée en retrait de l'usine, derrière cette porte. L'entrée est interdite, car depuis 1907, le secret de ce pâté est jalousement gardé. Monsieur Henaf, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte jaune là-bas? Il y a une opération, c'est une opération dans le procédé de fabrication, donc vous ne passerez pas. La recette vaut des millions. Alors quand Jean-Jacques veut modifier un ingrédient, il demande conseil à Germaine, sa sœur de 82 ans. C'est la gardienne du temple, la seule capable de reproduire tous les secrets de fabrication.